Bonjour à tous, je suis Thierry Fabre du magazine Challenger, ravi d'animer cette session qu'on a titrée Retour vers le passé et qui rassemble des économistes de haut vol. Vraiment, je suis très honoré vraiment d'avoir un tel plateau et j'espère que vous le réalisez. Vous avez vraiment la crème des économistes face à vous. Alors, pour parler d'un sujet assez passionnant pour ceux qui s'intéressent à l'économie, parce que vous êtes tous assez jeunes, donc vous n'avez pas vécu les années 1980, mais nous, autour de cette table, où on est un peu plus âgés, on a des souvenirs de cette époque où l'inflation était à 2 chiffres en France et en Europe, et on se demandait si on allait connaître à nouveau cette situation, et c'est revenu. C'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir, notamment partout en Europe, un peu moins en France parce que l'État est intervenu massivement, mais des taux d'inflation à 6, 8, 10 ou 20% pour les pays baltes. Et donc il y a un vrai retour vers ce passé des économies inflationnistes, un vrai retour aussi dans les pénuries. On voit un certain nombre de matières premières en forte pénurie, et un vrai retour, et c'est l'actualité du jour, avec les négociations sur les salaires. Si malheureusement cet hémicycle n'est pas totalement plein, c'est à cause de cette grande grève du jour qui rappelle les manifestations aussi des années 80. Donc on va s'interroger sur les raisons de ce retour vers le passé, et on va aussi s'interroger sur la manière d'y répondre. Quelles sont les bonnes politiques économiques à mettre en place pour éviter de tomber dans ce qu'on a appelé la stagflation des années 1980 et qui a été extrêmement pénalisante pour nos économies. Alors, pour démarrer cette session, je passe la parole à Patrick Artus, qui a imaginé cette session, qui est conseiller économique de Natixis, et qui va un peu planter le décor pour voir si effectivement on retourne dans ces années 1980, et notamment avec un point très important, il va se poser la question de l'épargne mondiale. Est-ce qu'on risque aujourd'hui de revenir, après une période d'abondance d'épargne, vers une pénurie, ce qui changerait beaucoup de choses, et il va vous le raconter. Patrick, c'est à toi. Merci Thierry, bonjour à tous. Oui, je crois que nous sommes tous surpris par le choc que subissent les économies. Nous avions pris l'habitude d'économies sans inflation. Dans la deuxième décennie des années 2010, en Europe, l'inflation est en moyenne de 1%. Aux États-Unis, elle est en moyenne de 2%. Et donc, on avait pris des habitudes qui correspondaient à cette économie sans inflation, par exemple des habitudes d'endettement élevé, des habitudes de levier d'endettement élevé sur les marchés financiers. Et puis, brutalement, on passe à une économie qui apparaît inflationniste. On a 10% d'inflation en Europe, un peu plus de 8% aux États-Unis. Et ce choc est extrêmement brutal. Alors, il y a deux manières d'analyser ce choc. Une manière de court terme, essayer d'expliquer pourquoi on a eu un saut aussi important de l'inflation en assez peu de temps. Et vous voyez qu'il y a quelques controverses déjà dont je vais faire état parmi les économistes sur les explications de ce saut de l'inflation. Honnêtement, c'est impressionnant. On passe de l'année 2019 avec 1% d'inflation à l'année 2022 avec 10%. C'est vraiment un choc très impressionnant. Et il n'y a pas un accord complet entre les économistes sur l'explication de ce choc. Et puis, deuxième partie de ce bref exposé, j'essaierai de regarder le plus long terme. Et effectivement, Thierry l'a déjà dit, de poser la question, est-on sorti de l'équilibre d'excès d'inflation qui caractérisait les économies occidentales depuis la fin des années 1980, le début des années 1990. Alors, d'où vient ce choc d'inflation ? Finalement, il y a deux grandes écoles. Il y a une école qui dit ce saut de l'inflation dans tous les pays de l'OCDE, il est lié à des chocs pratiquement exogènes, des chocs accidentels. C'est le choc de la sortie de la Covid. On sait qu'en sortie de la Covid, les consommateurs des pays de l'OCDE ont accru considérablement leur consommation de biens au détriment de la consommation de services.
c'est impressionnant, hein, c'est pratiquement 25% de hausse du poids relatif de la consommation de biens et de services dans la consommation totale. Et les pays producteurs de ce qui est nécessaire pour consommer des biens n'étaient pas préparés à ce choc. Et donc, du coup, on a une rareté des semi-conducteurs, de l'énergie, des métaux, du transport maritime qui affecte tous les secteurs de l'économie productive de biens et qui fait monter considérablement les prix de tous ces produits. Et puis, la seconde explication, évidemment, c'est la guerre en Ukraine, avec la disparition progressive de la fourniture de pétrole, de gaz naturel par la Russie et qui implique une tension extrêmement forte sur le marché des matières premières énergétiques et en particulier du gaz. Voilà, donc il y a une première série d'explications qui sont presque rassurantes puisque ces explications n'impliquent pas une hausse durable du prix, des prix, et de particulier des prix de l'énergie. Et puis il y a une seconde série d'explications qui a été avancée qui dit nous payons le prix des politiques trop expansionnistes monétaires et budgétaires qui ont été menées pendant plein d'années. Et ces politiques aboutissent finalement à une hausse très forte de l'inflation qui débouche à l'occasion de la crise de la Covid et de la guerre en Ukraine, mais qui aurait débouché de toute manière. À titre personnel, je ne suis pas persuadé par cette seconde explication. Il y a des pays comme le Japon qui ont extrêmement peu d'inflation et qui ont mené des politiques monétaires et budgétaires extrêmement expansionnistes. Et puis, en février 2020, il n'y avait pas d'inflation. Et pourtant, ces politiques étaient menées de toute façon très intenses. Donc, voilà. Donc, il y a un premier débat, mais peut-être plutôt faut-il pencher vers l'explication accidentelle, hein, je veux dire, du choc de demande et puis du choc d'offre avec l'arrêt de la fourniture de pétrole russe. Alors, deuxième point, pour ne pas être trop long, bon, cela c'est le court terme. Hein, le débat, c'est est-ce qu'on va revoir une inflation faible à court terme rapidement? Voilà, ce sont des débats de court terme. Si vous êtes partisan de la première thèse, vous pensez que l'inflation va reculer assez rapidement à partir du moment où les matières premières vont avoir des prix qui vont se stabiliser. Si vous êtes partisan de la deuxième thèse, vous pensez qu'on va continuer à payer par un supplément d'inflation les politiques budgétaires et monétaires trop expansionnistes qu'on a menées, mais c'est un débat de court terme. Alors je trouve plus intéressant le débat de long terme, qui nous plonge dans la succession des années, et qui est un débat sur la situation en termes de l'équilibre mondial de l'épargne. Vous savez peut-être que depuis la fin des années 80, le début des années 90, on a l'habitude de dire que le monde a un excédent d'épargne, un excès d'épargne. Alors, entendu, excès exempté d'épargne. Et que cet excès d'épargne est responsable de la désinflation, de la baisse des taux d'intérêt réels, puisqu'il fallait équilibrer une quantité trop importante d'épargne par rapport aux besoins d'investissement. Et donc, la thèse qui a été défendue par Bernanke, enfin par toutes sortes d'économistes célèbres, c'est la thèse du savings glut, hein, de l'excédent d'épargne mondiale. Et cette thèse était tournée autour du rôle des pays émergents dans le financement des économies de l'OCDE, en particulier du rôle de la Chine dans le financement des États-Unis. La Chine avait trop d'épargne, elle prêtait cet excédent d'épargne aux États-Unis et ça déclenchait un excès global d'épargne, d'où désinflation et baisse des taux d'intérêt réels. La question très importante pour le futur, c'est de savoir s'il peut se créer des conditions de retour à une insuffisance d'épargne. Si c'est le cas, on n'aura pas simplement 1, 2, 3 ou 3 ans d'inflation et de taux d'intérêt en hausse, on aura une succession d'années dans le long terme avec de l'inflation, avec des taux d'intérêt réels en hausse. Et donc cette question du retour à un possible excès
d'un possible excès d'épargne et une possible insuffisance d'épargne est extrêmement important. Alors, quels sont les arguments de ceux qui défendent la thèse du retour à l'insuffisance d'épargne, ce qui, à nouveau, entraînerait l'insuffisance de l'offre de biens, donc l'inflation, l'insuffisance de l'épargne investissable, donc la hausse des taux d'intérêt réels, retour aux années 70-80. Bon, il y a trois arguments essentiels qui peuvent être invoqués. L'argument 1, c'est la transition énergétique. La transition énergétique va faire structurellement apparaître un important besoin d'épargne pour financer les investissements nécessaires dans la rénovation des bâtiments, dans la décarbonation de l'industrie, dans la production d'énergie renouvelable. Et ces investissements sont considérables, hein. Ils sont estimés autour de 4 points de PIB ou plus, hein. Donc, premier argument. Deuxième argument, c'est les relocalisations industrielles. Les pays de l'OCDE voulant produire davantage, voulant être souverains pour davantage de production, et ces délocalisations font un usage inefficace de l'épargne et sont directement inflationnistes. Et puis, le troisième argument, c'est le vieillissement démographique qui, normalement, fait baisser le taux d'épargne dans les pays où il commence à apparaître. Voilà. Et donc, il y a, je finis là-dessus, il y a un débat sur les causes du pic d'inflation. Est-ce que le pic d'inflation, c'est seulement un choc exogène? Est-ce que c'est aussi l'effet des politiques monétaires et budgétaires extraordinairement expansionnistes qui se sont accumulés pendant toutes ces années? Et puis, il y a un débat que je trouve très, très pertinent et très important sur l'équilibre épargne-investissement mondial. Est-ce qu'on va rebasculer à un monde où il y aurait insuffisance d'épargne? Et si c'est le cas, et il y a des arguments assez forts que j'ai évoqués poussant dans ce sens, si c'est le cas, on va avoir de l'inflation, on va avoir des taux d'intérêt réels élevés, on aura des difficultés pour financer les investissements nécessaires, et ça serait tout à fait un autre monde que celui qu'on a connu depuis le début des années 90, qui était un monde d'excès d'épargne, où les gouvernements se finançaient facilement à des taux d'intérêt bas, les entreprises se finançaient facilement, et les banques centrales n'avaient pas beaucoup d'efforts à faire pour maintenir une inflation faible. Cette question du moyen terme est centrale, je trouve. Merci beaucoup, Patrick. Et donc, la transition est toute faite avec Selma Mahfouz qui va intervenir désormais. Donc, Selma Mahfouz, vous êtes économiste, vous avez une longue carrière dans l'administration, vous avez été à la tête de la DARES, donc cette direction des études et statistiques du ministère des Affaires sociales notamment. Vous êtes actuellement à l'inspection des finances, et donc vous êtes économiste dans ce service d'élite, traditionnellement d'élite, où on est en train de créer un pool d'économistes. C'est intéressant. Dans la haute administration, donc il y a de plus en plus d'économistes qui travaillent. On en a une d'ailleurs aussi, Agnès Benassi-Kéré, sur ce plateau. Votre sujet, donc, c'est en lien avec ce que vient de dire Patrick, c'est de parler de la transition énergétique. C'est-à-dire que si on compare les deux périodes, c'est vrai que dans les années 70, on s'en préoccupait guère. Moi, j'ai souvenir d'un grand rapport du Club de Rome qui alertait. J'ai souvenir d'un candidat à la présidentielle qui s'appelait René Dumont, qui alertait aussi, mais certains prêchaient un petit peu dans le désert. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'une bonne partie du monde se mobilise pour cette transition. Et la question, c'est ses impacts. Patrick en a parlé, où effectivement, vu les besoins d'investissement, on peut se poser la question sur l'impact macroéconomique d'un tel projet. Selma Mahfouz, c'est à vous. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, est-ce que la transition énergétique peut entraîner un retour vers le passé de nos économies, au sens un retour de choc inflationniste, de tension sur l'offre et autres? Alors, évidemment, à court terme, à première vue, c'est ce que tu as dit. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une hausse des prix des matières premières, un retour de l'inflation à 2 chiffres, du débat sur les économies d'énergie. Tout ça évoque les années 70. Mais comme Patrick Artus l'a dit, c'est plutôt lié à la guerre en Ukraine, la sortie de la crise Covid, potentiellement la politique expansionniste budgétaire aux États-Unis. Donc moi, je vais laisser un petit peu de côté tous ces facteurs un peu de court terme, conjoncturels, pour vraiment me poser la question, est-ce que la transition vers la neutralité carbone, alors qu'est-ce que j'appellerais ici transition énergétique? C'est vraiment la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour aller
vers zéro émission nette en 2050, comme on s'y est engagé. Donc, est-ce que cette transition, en quoi elle change les conditions macroéconomiques ? Alors, en quoi elle consiste, cette transition, de façon très simple ? Il y a un peu deux canaux pour réduire nos émissions. D'une part, verdir l'énergie qu'on consomme, c'est-à-dire faire qu'elle soit moins carbonée et qu'on consomme qu'on utilise pour produire, pour se déplacer, pour se chauffer. Et d'autre part, consommer moins d'énergie tout court, parce qu'il va aussi falloir consommer moins d'énergie. On ne va pas arriver à réduire nos émissions de gaz à effet de serre comme on s'y est engagé sans avoir une réduction de la consommation d'énergie. Alors, le premier canal, d'un point de vue économique, les économistes ont tendance à le présenter comme le fait de substituer des énergies fossiles par du capital. Parce qu'il faut investir pour construire des éoliennes. Patrick Artus a fait allusion aux besoins d'investissement. Il faut investir aussi dans des nouvelles chaînes de production pour construire des véhicules électriques plutôt que des véhicules thermiques. Il faut investir pour isoler les bâtiments. Donc il y a un énorme besoin d'investissement lié à la décarbonation, en fait, au fait de remplacer les énergies fossiles qu'on utilise aujourd'hui. Alors pour ça, on peut avoir besoin de diriger l'innovation, le progrès technique vers des énergies vertes, vers des innovations vertes. Et puis surtout, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, rendre plus coûteux ou plus difficile le recours aux énergies fossiles. Donc ce que les économistes traduisent par une hausse du prix relatif des énergies fossiles. Alors en pratique, cette hausse, elle peut être obtenue par des leviers très différents. Celle à laquelle on pense évidemment assez naturellement, c'est une taxe carbone ou des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, donc, qui consiste à rendre plus cher directement l'utilisation d'énergies fossiles. Dans ces cas-là, la hausse du prix du carbone, elle a pour contrepartie des recettes fiscales pour l'État qui peuvent être redistribuées dans l'économie pour atténuer les effets économiques potentiellement négatifs de la hausse de taxes. Alors, un autre canal pour augmenter le prix relatif des énergies fossiles, c'est évidemment l'augmentation des prix des énergies fossiles importées. C'est ce qu'on a actuellement. Et dans ce cas-là, les recettes, elles vont chez les producteurs de gaz et de pétrole étrangers, ce qui conduit, là, pour le coup, de façon assez sans ambiguïté, à plus d'inflation et moins de croissance. C'est, pour le coup, la situation des chocs pétroliers des années 70. Mais l'augmentation des prix relatifs des énergies fossiles, elle peut aussi passer par des subventions à l'investissement, des subventions pour aider les ménages à s'équiper de véhicules électriques. C'est une autre façon de rendre le prix relatif des énergies fossiles plus élevé, c'est baisser les prix, les coûts d'acquisition ou d'utilisation des énergies renouvelables. Et puis souvent, en pratique, elle ne va pas passer par des prix au sens courant du terme, elle va passer par des interdictions, par des normes, par des réglementations. C'est le fait d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, l'interdiction de louer des passoires thermiques, l'interdiction de circuler dans des grandes villes pour des véhicules polluants avec les zones à faible émission. Donc tout ça, tous ces facteurs vont quand même conduire à rendre plus coûteux l'utilisation d'énergies fossiles. Alors quels sont les impacts macroéconomiques à attendre de ces évolutions ? Le surcroît d'investissement, il y a deux façons de le voir. D'un côté, si on est keynésien, c'est un choc de demande, ça fait plus de croissance. Si l'offre n'est pas trop contrainte et qu'il n'y a pas trop de contraintes de financement, c'est plus de PIB, plus de croissance, un peu plus d'inflation, mais c'est quand même plus de croissance. Évidemment, la question qui se pose, celle que Patrick Artus a posée, c'est est-ce qu'il y a des contraintes de financement ? Est-ce qu'on va buter sur une insuffisance d'épargne ou une insuffisance d'offres ? Tout ça, en tout cas, est plutôt inflationniste, d'autant plus que les investissements dans les énergies renouvelables nécessitent des métaux rares qui sont particulièrement source de tensions inflationnistes. Par ailleurs,
la hausse du prix relatif des énergies fossiles, c'est quand même aussi ça dépend évidemment des leviers qu'on utilise, mais c'est quand même plutôt des facteurs inflationnistes. Donc tout ça pourrait assez vraisemblablement conduire à ce que les économistes appelleront une pontification de la courbe d'offres. Donc en des termes plus simples, ça veut dire que pour une même hausse de production, il va falloir que les prix augmentent davantage. La courbe d'offres devient plus verticale. Et ça, évidemment, c'est inflationniste, c'est plus une situation moins propice à une grande modération, comme on l'a observé, pour reprendre les termes d'Isabelle Schnabel, chef économiste de la BCE, grande modération, période où on avait donc très peu d'inflation dans un contexte de globalisation, et puis quand même d'offres d'énergie assez élastiques avec le développement d'une offre d'énergie fossile hors OPEP, avec le gaz de schiste. Donc on pourrait avoir une courbe d'offres plus verticale qui serait une sorte de retour vers le passé. Alors qu'en est-il du second canal dont j'ai parlé initialement, qui est la réduction de la consommation totale d'énergie? Elle peut venir d'une plus grande efficacité énergétique. On produit autant, on se chauffe autant, on se déplace autant, mais en consommant moins d'énergie parce que nos chaînes de production, nos véhicules sont plus efficaces. Ou bien d'une plus grande sobriété, pour prendre un mot à la mode et le thème de ce printemps de l'économie, donc des changements de mode de vie qui fait qu'on consomme moins d'énergie, alors qui peuvent être une réduction de la consommation, pas forcément pas forcément une réduction du bien-être, mais enfin probablement des forces plutôt pour le coup décroissantes ou en tout cas des inflationnistes qui génèrent... Alors après, comment tout ça s'équilibre? D'un côté, on a une pontification de la courbe d'offres, donc quand même des forces plutôt inflationnistes, et de l'autre côté, peut-être une modération de la demande. Donc dans la période de transition, évidemment, ça va dépendre de beaucoup de choses, et notamment de si les choses se font harmonieusement. Si tout est tiré par une modération voulue de la demande, on n'a pas forcément des tensions inflationnistes très fortes. C'est assez peu probable. En vrai, compte tenu de l'accélération de la réduction attendue des émissions de gaz à effet de serre, donc le risque d'une transition désordonnée, comme diraient les banquiers centraux, donc d'une transition qui soit accélérée avec des mesures qui ne soient pas bien absorbées côté offre et côté demande, est assez forte, même à court terme et au-delà des déséquilibres épargne-investissement dont a parlé Patrick. Merci beaucoup. Alors, après ce chapitre où on s'est interrogé sur les changements structurels, puisque la transition énergétique, on est parti pour un certain nombre d'années, on va revenir à la réponse face à l'inflation et quelles politiques économiques faut-il utiliser pour y faire face. Et les trois prochains intervenants vont un peu discuter de cette question qui divise les économistes. Et on va commencer par Jean-Olivier Ayrault, qui est donc directeur de l'école d'économie de Paris, qui est professeur également à cette école, et qui va s'interroger sur justement ce qu'on appelle en jargon économique le mix de politique économique entre politique monétaire et politique budgétaire. Parce qu'on voit bien que les gouvernements sont un peu désarçonnés. On n'a pas connu l'inflation pendant plusieurs décennies. Et que doit-on faire face à cette inflation aujourd'hui? Un phénomène que les économistes, d'ailleurs il faut le noter, n'ont pas vu venir. Très très peu d'observateurs avaient mis en garde ces 2 dernières années sur le retour de l'inflation. Ça a pris tout le monde par surprise. Donc aujourd'hui, comment y faire face? Donc Jean-Olivier Ayrault va notamment nous rafraîchir un peu la mémoire pour voir quelles avaient été les réponses à l'époque dans les années 70-80 et quelles sont-elles aujourd'hui. Jean-Olivier, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, la question qui est d'abord posée, c'est est-ce qu'on est revenu en arrière des années 70 Donc je vais répondre en fait d'abord heureusement non. Et puis en fait je dirais pourquoi malheureusement en fait non aussi dans un deuxième temps. Alors heureusement non parce que la façon d'adresser effectivement la crise dans laquelle on est, que Patrick et Selma ont rappelé, donc je ne vais pas la rappeler, une crise finalement qui est aujourd'hui une crise d'inflation,
et une crise demain qui sera une crise de stagflation. Je vais y revenir. Donc pourquoi aujourd'hui on a mieux adressé les erreurs passées? Parce que finalement, c'est aussi un peu l'objet de ces conférences, c'est que quand même les économistes apprennent des erreurs du passé, je crois. On l'a vu à différents moments des crises, et particulièrement dans celle-ci, je crois qu'on a vraiment mieux su gérer, on commence à le faire, mais on gère beaucoup mieux effectivement la crise, qui est quand même aujourd'hui une crise de pénurie de matières premières et énergétiques, qui rappelle évidemment beaucoup, c'est le point de départ des années 70, on la gère beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a, en économie, appris à plus être keynésien par idéologie, mais généralement par identification véritablement de la conjoncture, de l'être au bon moment, et pas de l'être systématiquement. Dans les années 70, on l'était encore systématiquement, on croyait beaucoup à ce qu'on appelait la courbe de Phillips qui marchait avec inflation et chômage en sens opposé, et puis on a été très désarçonné effectivement par la première crise de stagflation. Et on l'a adressé en France et aussi dans le monde, dans les pays développés, en faisant beaucoup de relances budgétaires pour compenser les effets sur la production, alors qu'on avait un choc d'offres, comme si on avait un choc de demande, comme d'habitude, j'allais dire. Et donc ce choc d'offres, on l'a mal adressé en faisant des politiques de relance budgétaire qui ont causé encore plus d'inflation, encore causé plus d'anticipation d'inflation. Et donc par rapport à ça, les années 70, c'est... quand effectivement les enseignements de ce qu'on a appelé la courbe de Phillips, augmenter des anticipations, eh bien, prennent le pas et commencent effectivement à dominer la macroéconomie. Et effectivement, on a appris beaucoup de cela. On a fait aussi beaucoup d'erreurs dans les années 70, lorsque les banques centrales, évidemment, accompagnaient. On a très peu augmenté les taux d'intérêt dans un premier temps, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis en particulier, et la BCE commence à s'y mettre, pour effectivement adresser le problème effectivement, de ce choc d'offres. Donc on a même aussi, et ça bien sûr c'était un sujet pas plus compliqué, on a beaucoup augmenté encore le salaire minimum, donc la modération salariale qui ne pas enclencher la boucle prix-salaire, eh bien non seulement on l'a presque, je dirais, cherché pour compenser effectivement du côté du pouvoir d'achat en augmentant très fortement le salaire minimum dans les années 70, pour des effets de rattrapage, mais évidemment qui, à un moment donné, conjoncturellement, ont été effectivement un peu problématiques, qui ont accéléré encore l'inflation. Et puis, on a pratiqué un blocage des prix, non pas du tout le bouclier tarifaire, un blocage des prix qui faisait porter le poids, bien sûr, l'offre rentable, l'offre, évidemment, qui rajoutait encore au choc d'offres par ces politiques de blocage des prix. Donc, on a vraiment, dans les années 70, multiplié les erreurs, et on a appris de ces erreurs. Et dans les années donc 2022, dans ce qui se passe actuellement, on voit véritablement faire presque le contraire de ce qu'on a fait dans les années 70. On fait des politiques effectivement budgétaires qui sont en fait des politiques de subvention de l'offre. Le bouclier tarifaire, il faut le comprendre de cette façon-là. On subventionne l'offre, on diminue les prix. Donc on est dans cette politique-là, par évidemment des moyens budgétaires. Ce n'est pas le blocage des prix, mais le bouclier tarifaire, il faut vraiment l'interpréter comme une politique d'offre, qui évidemment est coûteuse, je vais y revenir, mais une politique d'offre. La Banque centrale et la Banque américaine d'abord, et la Banque centrale, avec retard, mais quand même, continue cette politique de modération sur les prix conformément à leur mandat, donc d'objectifs. Donc évidemment avec un coût, là où le chômage va être à la fois le mal et le remède, et on va réapprendre évidemment ce qui est difficile pour les citoyens et aussi pour les économistes et pour tous ceux qui mènent les politiques économiques, c'est que les chocs d'offres ont, au sein même de cette configuration macroéconomique qui se crée, cet arbitrage indépassable entre effectivement l'inflation et le chômage. Même si on cherche à le dépasser actuellement, c'est indépassable et on aura effectivement une stagflation qui sera effectivement une façon de remédier avec ce mal évidemment du chômage, qu'on peut essayer bien sûr d'assurer pour ceux qui le subissent, mais fondamentalement, on va avoir cette pression à la décélération qui va passer par le marché du travail. On n'y est pas encore. C'est pour ça que, encore dans les mois qui viennent, on va devoir aller vers cette stagflation qui n'est pas encore là, mais qui sera là, qui est déjà là aux États-Unis. On va dans les tensions sur le marché du travail et qui sera là demain en France et en Europe. Donc on a donc appris de toutes ces politiques passées, ces erreurs. On fait des politiques de demande
qui sont aujourd'hui inexistantes, en termes véritables, sauf en France un petit peu, voilà, c'est qui sont finalement, de l'un côté, c'est le chèque énergie, on redonne du pouvoir d'achat, mais c'est tellement modeste que c'est pas du tout, je dirais, à l'échelle de ce qu'on a fait dans les années 70. On a vraiment des politiques budgétaires tournées vers l'offre, des politiques de banque centrale qui sont effectivement de modération de l'inflation, et de ce point de vue-là, d'accepter effectivement une certaine tension, une très forte tension sur le marché du travail. Et donc, on est vraiment dans cette situation. Donc, je dirais que on n'est pas back tous les années 70 de ce point de vue-là, parce qu'on a véritablement appris des erreurs passées et d'accepter cette grande difficulté, évidemment, dans laquelle nous sommes, que crée un choc d'offre négatif, qui est malheureusement la situation dans laquelle on est, qui est exogène d'une certaine façon, que l'on subit et qu'il faut bien sûr traiter. Et malheureusement, elle a des coûts qu'il faut accepter pour éviter de dériver, comme en France, pendant de longues années, effectivement, où on n'a pas payé le coût, mais on l'a payé encore plus fortement et de façon décalée dans les années 80, en France tout particulièrement. Donc, on ne va pas échapper malheureusement à la récession. Alors pourquoi je dis malheureusement non ? Pourquoi on n'est pas de retour dans les années 70 ? Parce que les années 70, si on les avait plutôt bien adressées, ou bien gérées, et ça s'était fait plutôt avec retard aussi aux États-Unis, dans d'autres pays, mais finalement on en est sorti dans les années 80 pour la plupart de ces pays. Je crois que malheureusement, et ça a été dit tout particulièrement par Patrick et aussi par Selma, mais je pense effectivement qu'on va avoir une succession de chocs d'offres négatifs. La transition énergétique est pour moi fondamentalement, évidemment, on vit actuellement de façon exogène par rapport à ce qu'on va devoir nous décider collectivement de certaine façon d'enclencher. C'est effectivement une crise successive de chocs d'offres, on va dire en termes macroéconomiques de cette façon-là, de chocs sur l'inflation, tant que les ressources énergétiques propres auront un coût de production supérieur au coût de production des énergies sales, nous serons dans cette situation de tension inflationniste. Et ça, toutes les politiques actuelles, qui sont des politiques conjoncturelles, ne viennent pas adresser ce problème fondamental structurel qui est causé par ces chocs d'offres structurels. Donc on va devoir effectivement, et c'est toute la problématique que Selma a commencé à aborder, à traiter aujourd'hui, qui était l'objet de la précédente table ronde, c'est effectivement comment on passe à une situation où on fait baisser régulièrement les coûts de production et par l'innovation. Donc toute la question centrale maintenant, elle est sur l'offre potentielle. Ce choc d'offres vient limiter, c'est une façon, l'offre potentielle, ils vont limiter dans le futur, il faut compenser. Et là, aujourd'hui, on a évidemment, c'est pas du tout les mesures conjoncturelles que j'ai saluées il y a quelques minutes, elles ne sont pas du tout faites pour cela. Et je dirais, à la limite, c'est un peu le contraire, parce que finalement, on est en train de limiter la vérité des prix par ces subventions sur l'offre. Donc, véritablement, on est dans une situation où il faut passer à des politiques structurelles qui permettent véritablement d'adresser ces chocs d'offres qui sont devant nous, négatifs, par effectivement l'innovation indépassable, par aussi le travail. Je pense qu'effectivement la réforme des retraites, c'est fondamentalement, et ce que j'essaie de répéter depuis de nombreuses années, je crois que maintenant c'est dit comme ça, enfin, c'est quelque chose qui permet à la France tout particulièrement d'augmenter son offre potentielle avant toute question de financement des régimes. La question n'est pas là, c'est vraiment la question de l'offre potentielle qui est fondamentale. Et bien évidemment, et là je rejoins Patrick, c'est bien évidemment la question aussi de l'investissement. Donc on va sûrement inverser la tendance par rapport à l'épargne, qui va venir évidemment se ajouter aux tensions inflationnistes, mais on doit passer effectivement par cette période d'augmentation de l'offre potentielle. Et évidemment, dernier point, on n'est plus aussi malheureusement dans les années 70, parce qu'on entre dans la crise, dans l'ère nouvelle, avec une dette publique par rapport au PIB qui est à 110% plus. On est rentré dans les 70 à 10, un peu plus de 10%. Vous mesurez la différence. Donc là, on a quelque chose qui est très, très, très important, qui est effectivement ce danger d'augmentation des taux et de crise sur la dette qu'on ne mesure pas. Alors, on ne voit pas l'énergie, c'est la table ronde, j'ai entendu ça, on ne voit pas les dangers de la dette aujourd'hui. Parce que les taux d'intérêt sont encore très, très faibles. Mais on est entré dans cette période-là où on a besoin, on va avoir une concurrence sur l'épargne, et l'État n'était pas dans cette concurrence sur l'épargne jusqu'à maintenant. Donc on est effectivement, malheureusement, non, on n'est pas dans les années 70, et malheureusement, parce que je pense qu'on est vraiment fondamentalement dans une situation tendancielle extrêmement
compliqué à gérer. Merci Jean-Olivier. Bon, j'en retiens quand même des points positifs, puisque vous avez commencé en disant qu'on avait appris de nos erreurs. Alors Agnès Benassi-Kéré, on peut vous poser peut-être la même question. Je rappelle à l'assistance que vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor. Vous étiez auparavant à la tête du Conseil d'analyse économique. Et vous êtes enseignante, alors en ce moment en détachement, mais professeure à l'École d'économie de Paris également. Et vous avez un rôle stratégique puisque vous donnez quelques conseils à notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui doit lire vos notes assidûment. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que finalement, comment la France se distingue dans cette réponse de politique économique? Je rappelle juste que le taux d'inflation en France est le plus bas d'Europe, donc il y a eu un résultat qui a été atteint, mais au prix d'interventions budgétaires massives, notamment un blocage des prix de l'énergie. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne politique qu'a choisie la France face à l'inflation? Merci beaucoup. Donc effectivement, mon rôle, c'est de regarder dans l'histoire récente et plus ancienne et d'essayer d'apprendre de nos erreurs pour en faire le moins possible, même si on en fait toujours. Là, je voudrais peut-être me livrer au jeu des 7 ressemblances et 7 différences par rapport aux années 70 et de compléter ce qu'a dit Jean-Olivier Ayrault il y a un instant. Sur la politique monétaire, c'est vrai que dans les années 70, la Banque de France n'était pas indépendante. Donc maintenant, la Banque centrale européenne est indépendante et la Banque de France fait partie de l'eurosystème avec un mandat clair de stabilité des prix. Et ça change beaucoup les choses par rapport aux années 70 en termes de crédibilité de la lutte anti-inflation. Puisqu'on sait que quand on a plusieurs objectifs et un seul instrument, on n'est pas crédible d'atteindre tous les objectifs, alors que si on a un objectif, un instrument, on l'est davantage. Je pense aussi que le débat actuel est marqué par, notamment aux États-Unis, par la période Volcker. En 1979, Paul Volcker est arrivé à la tête de la Fed et avait resserré de manière massive et extrêmement violente la politique monétaire. Et l'attitude de la Fed aujourd'hui est très marquée par ça, frapper un grand coup, monter les taux d'intérêt même plus que ce qui est nécessaire, donc surajuster pour ancrer, ce qu'on appelle ancrer les anticipations et persuader tout le monde qu'en effet, la Banque centrale fera tout ce qu'il faut pour calmer l'inflation. Ça s'était ajouté avec une forte appréciation du dollar, une appréciation qu'on voit aussi aujourd'hui dans une moindre mesure. À l'époque, on était au franc. Le franc et le dollar étaient passés de 5 francs à 10 francs en 5 ans. Et c'était évidemment, quand la monnaie s'apprécie, ça veut dire que les importations deviennent moins chères et ça contribue à la désinflation. Et par contre, de l'autre côté, c'est non coopératif. De l'autre côté, ça accentue l'inflation. Donc aujourd'hui, la dépréciation de l'euro accentue l'inflation dans une certaine mesure. Alors, le deuxième volet, c'est la politique budgétaire. Dans les années 70 en France, ça a été un peu fluctuant. On a eu, dans un premier temps, un accompagnement, une politique budgétaire expansionniste pour soulager les ménages. Puis la rigueur en 76 avec Raymond Barre. Puis, il y a eu plusieurs aternoiements. Et enfin, donc, avec la relance, donc en 1981, la relance Mitterrand. Et puis ensuite, le tournant en 1983. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain consensus. Et aussi par rapport, il y a une crise dont on ne parle pas, une crise énergétique, en fait. On ne parle pas parce que, c'est les origines de cette crise énergétique. Quand on dit une crise du prix du pétrole, on n'a rien dit parce que ça dépend si c'est de l'offre ou de la demande dont on parle. Est-ce que c'est l'offre qui a été contrainte ou est-ce que c'est la demande qui a été très vigoureuse? Entre 1999 et 2006, on a eu alternativement l'un et l'autre. Et en tout cas, le prix du pétrole a augmenté énormément. Et la réponse a été plus, du point de vue budgétaire, plus une réponse ciblée, comme on déploie aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un consensus, et si vous lisez le rapport du Fonds monétaire international qui vient de paraître, c'est vraiment la recommandation, c'est une politique budgétaire qui globalement est neutre, ce qui est le cas en 2023 pour la France, puisque le solde budgétaire corrigé du cycle va être grosso modo stable. Mais par contre, protéger les ménages modestes et donc avoir plutôt des politiques très ciblées. Et je vais venir dans un instant sur la question de l'offre. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est bien celle-là. Alors, il y a aussi dans les années 70, et Jean-Olivier en a parlé, la politique du blocage des prix. Alors ça, c'est une question très controversée, puisque lorsqu'on bloque les prix d'un bien dont on manque, eh bien, ça accroît la pénurie. Donc, ce n'est pas une stratégie durable.
L'idée aujourd'hui, c'est d'abord de l'accompagner d'un plan de sobriété pour avoir des mécanismes hors marché qui permettent de réduire la demande, et ce qui peut fonctionner dans une certaine mesure, notamment pour tout ce qui est le secteur public, puisque le secteur public doit baisser son chauffage, etc. Et donc ça, c'est hors marché. Et donc on espère aussi que les entreprises c'est plutôt bien parti de ce point de vue-là, les entreprises vont collaborer, notamment dans le secteur tertiaire où il y a de gros gisements de baisse de consommation d'énergie sans qu'il y ait un gros coût pour le PIB. Mais donc ça, et puis donner aux agents le temps de s'ajuster et donc lisser dans le temps l'augmentation inéluctable des prix si le choc a une composante permanente. On espère que ce n'est pas totalement permanent. Quand même, le prix du gaz, qui avait littéralement explosé, si on peut dire, pour le gaz, durant l'été, est quand même beaucoup retombé depuis. Il est extrêmement volatile, ce qui pose d'ailleurs aussi une question sur les investissements, puisque les investisseurs vont regarder le signal prix, mais aussi sa volatilité. Et donc l'incertitude est un énorme problème pour la transition écologique. Alors, donc les boucliers aujourd'hui, l'idée c'est de le lever progressivement, donc d'avoir une augmentation des prix de l'énergie plutôt par rapport aux autres prix qu'une inflation généralisée. Donc lisser dans le temps l'augmentation des prix de l'énergie, essayer de faire en sorte que la boucle prix-salaire ne s'enclenche pas trop vite, et de manière à aboutir à la fin à un niveau de prix qui ne serait pas trop élevé et que les agents aient eu le temps de donc changer les chaudières, etc., pour s'ajuster à la hausse des prix. Alors, il y a un autre élément qui était très important dans les années 70, c'est l'indexation des salaires sur les prix et l'indexation des contrats de manière plus générale. Ça, c'est un élément qui est absolument crucial pour l'avenir de l'inflation. Ceux d'entre vous qui font des maths savent que une suite géométrique de raison 1 et donc diverge. Et donc ça veut dire que quand les prix augmentent de 1%, les salaires augmentent de 1%, et donc les prix augmentent de 1%, etc., on voit bien que ça va à l'infini. Et ça, on essaie d'éviter. C'est vraiment ce qui a empêché, à mon avis, la désinflation dans les années 70, début des années 80. Bon, ça a été accentué en 81 par la politique budgétaire expansionniste. Mais à partir de 82, il y a eu une désindexation. Et ça a été renforcé en 83 par le tournant de la politique économique vers une rigueur budgétaire. Et donc ça, aujourd'hui, il y a un élément qui est... Et donc ça, c'est peut-être une chose qui est très actuelle, parce que c'est au cœur de mécontentement social qu'on voit aujourd'hui. C'est la question du pouvoir d'achat. Nous subissons, comme dans les années 70, un choc de termes de l'échange. C'est-à-dire que nous allons payer plus cher. Nous payons plus cher, non pas à nos producteurs d'énergie locaux, mais aux producteurs étrangers. Et donc, c'est un chèque que nous faisons au reste du monde, notamment aux pays du Golfe, à la Norvège, aux États-Unis, etc. Et donc, cet argent, évidemment, il n'est pas pour nous. Et donc, il faut s'attendre à une perte de pouvoir d'achat de manière agrégée. Si nous refusons cette perte de pouvoir d'achat, alors la boucle prix-salaire va s'enclencher, parce qu'il faut la répartir. Dans un premier temps, l'État prend une grosse part. Mais l'État, ça ne fait que lisser dans le temps et décaler. À la fin, de toute façon, les ménages, en tant que contribuables, devront financer tout cela. Donc l'enjeu, c'est vraiment de protéger les ménages modestes. Et là, je rappelle que le salaire minimum est plus qu'indexé sur l'inflation. Entre septembre 2021 et septembre 2022, il aura augmenté de 8%, donc ce qui est plus que la hausse des prix. Et alors, il y a une grosse différence par rapport aux années 70. Dans les années 70, on avait des gains de productivité. Donc la production par travailleur augmentait. Donc on arrivait quand même à maintenir le pouvoir d'achat. Il ralentissait, on arrivait à le maintenir, mais tout en faisant, enfin dans les années 80 plutôt, la désindexation. Dans un billet de Telos récemment, Gilles Berset rappelait quand même que les baisses de pouvoir d'achat, ça arrive au niveau agrégé. Donc en faisant porter sur les ménages la classe moyenne supérieure et ainsi que les riches, le pouvoir d'achat, il y a des tas d'exemples où le pouvoir d'achat a baissé, notamment en 83, justement, il a baissé de 0,9%, mais en 84 de 1,8%. Donc ça arrive, et c'est crucial, parce que si toutes les alertes, encore une fois, doivent augmenter à la hauteur de l'inflation importée, eh bien, on n'arrivera pas, on va avoir une inflation qui se perpétue. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important.
d'arriver à répartir. Alors bien sûr, les entreprises aussi vont prendre une partie, hein, avec une baisse des marges. Il faut s'attendre à ce que les entreprises également. Et je voulais terminer avec un élément dont on n'a pas encore beaucoup parlé, enfin si seulement on a parlé, qui est la politique de l'offre. Et là aussi, il y a une certaine ressemblance en fait. Au début des années 80, ce qui nous a un peu sorti aussi, donc la désindexation, le retournement de la politique budgétaire, mais également la relance le programme nucléaire. Bon, ça a commencé avant, donc une accélération du programme nucléaire et une flexibilisation du marché du travail, l'instauration donc des premières formes de CDD, ça a aussi aidé, et aussi les économies d'énergie, la sobriété. Et regardez ce qui était demandé aux ménages et aux entreprises dans les années 80, c'était assez sévère, hein, en termes de sobriété, et donc ça avait contribué. Voilà, donc ce que je voulais, aujourd'hui, on a aussi une politique de l'offre, parfois au niveau européen, avec donc un développement accéléré, hein, le programme Repower EU, donc une accélération des investissements dans les terminaux gaziers, bon, pour le court terme, et le renouvellement de l'investissement dans le nucléaire, ça c'est pour le long terme, hein, puisque c'est pas pour tout de suite, le développement de la filière hydrogène, beaucoup d'investissements, développement accélération de l'énergie renouvelable. Donc il y a là aussi une certaine similitude. Merci beaucoup. Merci Agnès. On passe à vous, Philippe Martin, pour discuter à nouveau de sujets de réponse de politique économique. Je rappelle que vous êtes désormais doyen de l'école des affaires publiques de Sciences Po et vous avez aussi dirigé le Conseil d'analyse économique pendant quelques années. Donc la question qu'on se pose, c'est de comparer les réponses en France et en Europe, et je crois que c'est cet éclairage que vous voulez nous donner pour voir, et notamment dans le blocage des prix de l'énergie, qu'est-ce qui se passe en France et chez nos voisins, quelles sont les grandes différences dans les réponses de politique économique face à l'inflation. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, avant de passer aux différences, je voudrais revenir sur un point que Agnès a introduit, qui me paraît extrêmement important et qui différencie en fait l'Europe des États-Unis. C'est que le choc actuel, c'est un choc où vraiment, en effet, on fait un chèque au reste du monde. C'est-à-dire qu'on paye plus cher les prix de l'énergie qu'on importe, et c'est un chèque qu'on fait aux Norvégiens, Saoudiens et autres Russes, entre guillemets. Et c'est un chèque qui, en gros, est de l'ordre de 3,5% de notre revenu. Donc on ne sort pas de ça, hein. De toute façon, on s'est appauvri de 3,5% de notre revenu, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc la question ensuite, et ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, hein, puisque les États-Unis sont en gros à peu près autonomes dans leur énergie. Donc une fois qu'on a posé ce point, qu'on s'est appauvri de 3,5% de revenus, et c'est un peu différent selon les pays. Dans d'autres pays, évidemment, en Europe, qui sont encore plus dépendants du gaz russe, le chèque est plus élevé. Dans d'autres pays, c'est un peu moins élevé, mais en gros, c'est ça. La question, et en effet, c'est une question aussi de qui absorbe le choc, qui paye. Et là, il y a évidemment une question de répartition, hein, et d'inégalité qui se pose. En France et dans beaucoup de pays, en gros, pour le moment, je ne sais pas si tu es d'accord Agnès, mais c'est à peu près la moitié, hein, va être absorbée par l'État. En France, ça va être à peu près 2 points de PIB, 50 milliards par l'État. Ça va être à peu près ça, grosso modo. Mais je sais que les calculs sont pas simples, mais une grosse partie est absorbée par l'État, de manière différente selon les pays d'ailleurs. En France, il a été choisi de faire en effet la politique des rabais, ce qui a eu un impact direct sur le taux d'inflation. Mais comme tu le disais, cette politique de rabais, elle bénéficie aux riches, aux pauvres, aux ménages modestes, à ceux qui utilisent l'essence pour faire du SUV ou pour aller au travail pour une infirmière. Donc il y a un problème quand même, je pense, d'inégalité, au sens où cette politique de rabais, certes, il y a un gain macroéconomique, on baisse l'inflation, et de fait, c'est un succès pour la France, puisque la France a un taux d'inflation en gros de 6%, alors que dans le reste de la zone euro, on est à 10%, ce qui veut dire d'ailleurs des gains de compétitivité. À un moment, d'ailleurs, la Commission européenne va peut-être nous dire c'est quand même une utilisation de l'outil fiscal qui n'est pas exactement dans les règles. Mais ça signifie que ça n'est pas ciblé sur les ménages les plus modestes. Et donc moi, j'appelle au fait que le gouvernement doit
recibler les aides sur les ménages les plus modestes. Ce n'est pas d'ailleurs toujours en termes de revenus, c'est aussi les ménages qui, par exemple, sont dans des situations où ils habitent loin des villes, loin de leur travail et donc doivent prendre leur voiture. Donc, je sais que ce n'est pas simple, ce ciblage, parce que ça n'est pas un ciblage seulement en termes de niveau de revenu, mais aussi de la localisation des équipements. Est-ce qu'on a une voiture, une chaudière au fioul, etc. Donc, je sais que ce ciblage n'est pas facile, mais je pense que c'est absolument, c'est vraiment essentiel de mieux cibler. On va dépenser à peu près 50 milliards. Je sais qu'en net, c'est un peu moins. On se dit quand même, tout cet argent qu'on dépense sur les rabais, on pourrait le dépenser pour accompagner les ménages, pour changer leur chaudière au fioul, pour les voitures électriques, etc. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la balance aujourd'hui pour absorber le choc. Et je comprends d'un point de vue conjoncturel, mais c'est mal ciblé, pas sur les bonnes personnes. Et deux, c'est vrai que cet argent aurait pu être utilisé justement pour mieux préparer la transition plus rapidement. Donc ça, c'est mon premier point. Deuxième point, sur qu'est-ce qu'on fait justement en termes macroéconomiques face à l'inflation. C'est vrai qu'on est dans une situation quand même assez étrange. Normalement, les économistes considèrent que baisser l'inflation, c'est le rôle de la politique monétaire, c'est le rôle de la Banque centrale et ça n'est pas le rôle de l'État. Or, en fait, en particulier en France, on voit bien que le premier acteur qui est en ligne pour essayer de réduire l'inflation, c'est l'État en faisant cette politique de rabais, avec un certain succès. D'ailleurs, l'INSEE nous dit que si l'État n'avait pas fait cette politique de rabais, en gros, on serait à 2 ou voire 3 points d'inflation en plus en France. Alors, donc, normalement, le rôle essentiel, l'acteur qui est en charge de faire réduire l'inflation, c'est la BCE. Je voudrais juste dire, donc, je vous rappelle, son mandat, c'est 2%. Donc, de ce point de vue, on est très, très loin de l'objectif. C'est un ratage assez complet de ce point de vue pour la BCE. Et la manière dont on réfléchit à l'inflation, il y a 3 composantes aujourd'hui. Il y en a une elle est très facile à comprendre, c'est les coûts de l'énergie. Donc, en gros, sur les 10 points d'inflation en zone euro qu'on a, il y en a 4, c'est pratiquement mécanique, automatique, c'est les coûts de l'énergie. Puis ensuite, ça se diffuse d'ailleurs le long des chaînes de valeur. Là-dessus, la BCE peut faire ce qu'elle veut, elle peut augmenter ses taux d'intérêt, diminuer la masse monétaire, ça n'aura pas d'impact direct très clair sur, évidemment, le prix du gaz, le prix de l'essence, etc. Donc ça, on le sort, ce n'est pas là-dessus que la politique monétaire peut jouer. Le deuxième point, c'est typiquement, on pense aux questions du marché du travail. Et là, on revient à la boucle prix-salaire, c'est-à-dire le fait que si on a un marché du travail qui est en surchauffe, les salaires vont augmenter. Et quand les salaires augmentent, c'est une augmentation des coûts et donc une augmentation des prix. Est-ce qu'on est dans cette situation en Europe ? Et là encore, je différencie l'Europe et les États-Unis. Certainement, aux États-Unis, il y a une surchauffe du marché du travail avec des salaires qui augmentent assez rapidement. Ça n'est pas le cas en Europe. Donc, on va devoir, pour contrer l'inflation en Europe, et ce à quoi tu faisais allusion, déclencher une récession. Alors, on l'a déjà en partie parce que simplement on fait ce chèque, on baisse les revenus, on fait ce chèque au reste du monde, mais la BCE va être obligée d'en remettre une couche, si j'ose dire, en augmentant les taux d'intérêt, en diminuant le crédit, en diminuant l'investissement, en diminuant la consommation et en augmentant le chômage pour peser sur les salaires. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va être coûteux et difficile. Et je pense qu'il faut qu'on ait bien en tête le fait que est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire de déclencher une récession sur le marché du travail avec une politique monétaire très restrictive, alors même qu'une grosse partie de l'inflation, c'est un problème qui n'est pas lié du tout au marché du travail. Il est lié au fait qu'on augmente les coûts de l'énergie. Je dis ça et en même temps, je sais bien que c'est la seule manière
hein. Donc je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Je suis favorable au fait que la BCE augmente ses taux d'intérêt, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le coût social et économique de cette augmentation des taux d'intérêt, de cette politique monétaire restrictive, elle va être forte. Ça veut dire en effet qu'il n'y aura pas, c'est une expression qu'on utilise aux États-Unis, une désinflation sans coût, une désinflation qui n'aurait pas de coût une désinflation immaculée, c'est-à-dire une désinflation sans aucun coût en termes social, en termes d'emploi, etc. Troisième déterminant de l'inflation, c'est les anticipations. Et tu y as fait allusion, Jean-Olivier. Et ça, c'est le fait que, évidemment, si tout le monde se met à anticiper qu'il va y avoir de l'inflation dans le futur, les salariés demandent des augmentations de salaire, les entreprises augmentent plus facilement leurs prix si elles anticipent que leurs concurrents vont eux-mêmes augmenter leurs prix. Et donc là, en effet, je comprends la stratégie de la BCE qui est de dire il faut casser ces anticipations, enfin, il faut éviter à tout prix qu'une boucle prix-salaire avec des anticipations inflationnistes se mettent en marche. Mais encore une fois, hein, ça signifie que pour casser ces anticipations d'inflation, pour que le mandat, la cible de 2% d'inflation reste crédible, il va falloir en effet, peut-être la BCE est intervenue trop tard et trop peu, mais il va falloir en effet générer une récession. Je rappelle aussi que la politique monétaire, elle a un impact au bout de 6 mois, voire 6 mois, 1 an. Hein. Donc, quel sera donc l'impact sur l'inflation qu'on va avoir via la politique monétaire? On va le voir d'ici 6 mois, 1 an. Quelle sera la situation de l'économie européenne d'ici 6 mois, 1 an? On aura une récession certainement, à quel point je ne sais pas le dire, mais on aura une récession du fait simplement qu'encore une fois, on s'est appauvri parce qu'on a fait ce chèque au reste du monde. Et en plus, on va avoir les effets de la politique monétaire restrictive. Alors peut-être en effet, c'est absolument nécessaire, mais je veux juste souligner qu'en Europe, ça va être coûteux socialement, coûteux économiquement, et que cet arbitrage inflation-chômage, en effet, on n'y échappera pas. Je vois Patrick qui hoche de la tête et qui est en désaccord. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement qu'il faut se préparer à un coût économique et social très fort de cette désinflation. Merci Philippe. Malheureusement, il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais que Agnès réponde à votre critique effectivement sur la politique gouvernementale. Il n'est peut-être pas le seul à la formuler. On a un petit peu, avec notamment les subventions à l'essence, arrosé très large et absolument pas ciblé ces aides, notamment au carburant. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre sur cette demande de ciblage, Agnès ? Alors, je vais juste préciser ça. On est parfaitement d'accord avec le besoin de ciblage. Simplement, je voulais dire que ça n'est pas si évident que ça à mettre en œuvre. D'abord, parce que l'INSEE nous montre que les inégalités face à l'inflation existent entre déciles de revenus, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est à l'intérieur des déciles, et donc notamment entre ménages ruraux ou urbains, tu l'as dit, mais également entre ménages jeunes ou âgés. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes qui sont ici. Ils sont moins touchés par l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, d'après l'INSEE, c'est-à-dire la partie énergétique et alimentaire de l'inflation par rapport à des ménages plus âgés. Donc le ciblage, c'est pas évident parce qu'on sait bien faire entre les déciles, on sait un peu moins faire pour aller trouver les ménages véritablement vulnérables, localisés, loin des transports. Enfin, ça peut vite devenir extrêmement complexe. Le gouvernement avait souhaité cibler la remise carburant à partir de septembre sur la classe moyenne qui travaille, et vous connaissez la suite de l'histoire. Ça s'est transformé en une remise pour tout le monde. Et donc, ce qui a une certaine logique, hein, parce qu'en fait, ce qu'on voit, et c'est l'autre point que je voulais vraiment mentionner, c'est que les transferts sociaux, les minima sociaux, les transferts aux ménages modestes sont indexés sur l'inflation, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a eu même une anticipation de l'indexation, les retraites également. Donc, il y a eu également des chèques qui ont été envoyés aux ménages modestes. Donc, en réalité, la difficulté, c'est plus pour la classe moyenne qui est exposée à l'inflation fortement en fonction donc, des autres critères que j'ai mentionnés et qui n'est pas véritablement soutenue puisqu'on sait que le salaire, le SMIC est indexé, mais dès qu'on s'éloigne du SMIC, l'indexation est plus faible.
Donc, je pense que c'est la critique sur le ciblage, on la partage, mais en fait, en pratique, les revenus des ménages modestes sont soutenus par l'indexation. Et il ne faut jamais l'oublier quand on discute du ciblage des aides type bouclier tarifaire. Merci. Alors, un mot de conclusion, Patrick. Moi, j'ai envie qu'on parle quand même une minute de l'actualité du jour, c'est les grèves pour les salaires. Les appels à la grève générale, des revendications de hausse de 10%, comme à Total. Comment réagit l'économiste? Est-ce qu'on se dit que ça peut être une spirale extrêmement dangereuse? On en a déjà parlé, pour revenir à une période d'inflation, ou est-ce qu'on en est encore très loin? Non, mais je crois que Philippe disait que je secouais la tête, mais je secouais la tête d'approbation. Je crois que la BCE a laissé se développer l'inflation et l'inflation anticipée au-delà du stade où ça sera rattrapable. C'est-à-dire que probablement dans beaucoup de pays européens, il y aura une augmentation du degré d'indexation des salaires au prix, et on le voit clairement en France aujourd'hui. Et donc, plus la BCE tarde, plus elle va devoir être méchante pour contrôler l'inflation, et plus il est probable qu'elle aura du mal à contrôler l'inflation. Donc, je crois que ne pas démarrer sa politique anti-inflationniste au printemps, c'était une grave erreur, parce que ça a permis de passer de 0,5 grossièrement à peut-être 1 de degré d'indexation des salaires au prix, et c'est extrêmement grave. Et ça va reporter sur les entreprises la totalité du poids de l'ajustement, comme dans les années 80. D'accord. Bon, on conclut sur une note pessimiste, en tout cas une inquiétude. Merci en tout cas de ce débat passionnant sur ce possible retour au monde d'avant. Et donc, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Merci.